de gros temps pour les hommes. Au fil du XXe siècle, presque à leur insu, ils se sont métamorphosés. Dans leurs cauchemars les plus fous, ils imaginent avoir perdu la première place. Prenez un homme du début du XXe siècle, dans toute sa superbe, cultivant son corps et son esprit. Sa virilité à force d'évidence. Bon pour le service. Hélas pour lui, à la fin de la Première Guerre mondiale, les héros ont du plomb dans l'aile. 9 millions de morts. En l'absence des hommes mobilisés sur le front, les femmes envahissent les usines et les champs. La vie continue et l'économie reste en état de marche. Quelque temps auparavant, en 1905, dans le silence des laboratoires, c'est encore une femme, Nettie Stevens, qui a découvert l'existence du chromosome Y en étudiant des scarabées. Sur ce minuscule chromosome se trouvent les gènes déterminant la masculinité. 50 ans plus tard, il se confirme que chez l'être humain aussi, c'est le chromosome Y qui fait la différence. XX pour les femmes, XY pour les hommes. Nous savons maintenant de manière à peu près certaine qu'il y a en gros 300 millions d'années, ce qui est beaucoup, il n'y avait en fait pas de chromosome Y. Tout le monde avait 2 chromosomes X, tous les individus avaient 2 chromosomes X, mais sur l'un de ces chromosomes, certains individus avaient sur l'un des chromosomes X un gène qui déterminait, ou plusieurs, qui déterminaient la masculinité. Donc du point de vue de l'histoire longue, de l'évolution, l'apparition de la masculinité est une sorte d'accident qui peut être considéré comme une sorte d'accident, du moins quand on le lit au chromosome, à l'histoire du chromosome Y. Prenez Sébastien, un petit homme de la fin du XXe siècle, à des années-lumière des temps anciens. Pendant 9 mois, avec sa mère, ils ont vécu en symbiose parfaite. Son père le filme encore et encore jusqu'au jour où il sortira du nid. Aucun d'eux ne se doute que l'affirmation biblique selon laquelle Ève est issue d'Adam, et par extension la femme de l'homme, est aussi fantaisiste que la théorie qui fait naître les enfants dans les choux. Ce qu'on appellera le travail, c'est justement tout ce temps nécessaire à l'ouverture de l'utérus, c'est-à-dire à la disparition anatomique de ce col, à son raccourcissement et à son ouverture, de façon à mettre en relation l'intérieur et l'extérieur de son corps. Donc la cavité utérine avec la cavité vaginale, le grand et le petit bassin. Il n'est pas sûr qu'en dépit des efforts qu'ils consentent, les futurs pères attentionnés comprennent beaucoup mieux les mystères de la naissance et la singularité des femmes. Donc c'est ça qu'on appelle le travail, tout ce temps nécessaire. La nouveauté pourtant, c'est qu'ils s'en préoccupent et qu'ils se réunissent pour se préparer consciencieusement aux joies de la maternité. C'est là où vous êtes indispensables et c'est là où nous, les sages-femmes, on l'est aussi de par notre symbolique et notre fonction réelle. Benoît Le Goédec, homme sage-femme, s'efforce de les y aider. Le métier de sage-femme était auparavant réservé aux femmes et il n'a pas d'équivalent masculin. Comme a dit une femme un jour, c'est pas rien d'accoucher. Non, c'est pas rien. Après la grande boucherie de la Première Guerre mondiale, réaffectées à la fabrication des enfants, les femmes comme les sages-femmes n'ont pas manqué de travail. Retour à la maison. Contrôle des naissances prohibé. La mode était au concours des plus beaux bébés. À l'échelle d'un pays, les politiques natalistes encadrent la survie et la perpétuation de l'espèce. Et hop, une contraction arrive. Parce qu'elle était mal installée, elle s'est mise à s'arc-bouter. Alors je lui ai dit, rassemble-toi, respire tranquille. À force de fréquenter les femmes dans son travail, Benoît Le Goédec peut interpréter une femme qui accouche avec une certaine justesse de ton. Pour lui, si les hommes peinent parfois à comprendre les femmes, c'est qu'ils passent sans transition de la mère à la femme. Ce qui les rend étranges, curieuses, indéfinissables, fascinantes, tout autant qu'étrangères à eux. Elle a juste entre 2 contractions dit à moi et à son mari quand même,
Ah, les mecs. Les scientifiques à ce propos parlent d'asymétrie fondamentale. On a beau le sentir à travers le ventre, etc. Le fait de ne pas avoir un visage, pour moi ça me paraît encore abstrait. Je pense que tant que j'ai pas vu un visage, j'ai du mal à me sentir. Ouais, mon père. Ouais, c'est un peu la même chose. Il n'est pas matérialisé pour moi, c'est quelque chose d'assez abstrait. Je sais qu'il est là, qu'il est présent, qu'il bouge, mais... Le sentiment de ne pas maîtriser les choses. Exactement. Ouais. Mais c'est... Moi, je le vois par rapport à mon boulot de temps en temps. Et je réfléchis plus de la même façon en fait. C'est une autre responsabilité. Bah, tout de suite on se dit ah oui mais s'il m'arrive quelque chose et que... donc devoir tout de suite, d'être voilà, là. Exactement. Oui, donc vous avez quand même l'impression, quoi que vous disiez de ce sentiment de paternité, d'avoir quand même un lien déjà. On sait que... La femme, la mère, elle est très sécurisante. La mère, elle est là pour consoler, elle est là pour rassurer. Le père, il est là pour donner du courage et de la force, donc avec rudesse. Mais rudesse affective, hein, c'était pas rudesse, l'autorité contre. Donc tous les gestes que vous ferez avec votre enfant, même s'ils sont des gestes de nursing, comme on dit avec le nouveau-né, de change, faites-les avec votre masculinité, faites-les avec votre virilité. Et puis ne vous les faites pas transformer par la femme, par la mère, qui vous dirait non, pas comme ça, comme si. Puisque c'est la différence qui est structurante pour l'enfant, pas le fait de faire la même chose. Monsieur David, vous avez combien d'enfants? 12 enfants. De quel âge à quel âge? De 4 mois à 20 ans. Il vous arrive une chose assez exceptionnelle, assez extraordinaire, laquelle exactement? C'est-à-dire que la mairie, elle a écrit, quoi. Et puis, je m'attendais sûrement pas à avoir 1 million d'anciens francs. 1 million d'anciens francs? Ouais. Mais à quel titre? Pourquoi? Parce que je le méritais. Oui, vous êtes le père le plus méritant de France. Ouais. La médaille du père méritant succède au concours du plus beau bébé. Jusque dans les années 1970, c'est l'homme qui récolte les fruits de ses exploits, même si ce sont toujours les femmes qui font les enfants. Si la société française a profondément changé les identités, masculine et féminine, mais d'abord masculine, c'est autour de la Révolution française, parce qu'elle donne à l'identité masculine, donc à l'identité, appelons-la virile pour dire les choses rapidement, elle lui donne une raison sociale. Il n'est pas seulement homme parce qu'il est né avec tel ou tel attribut sexuel, mais il est homme parce que la nation entière lui reconnaît un devoir. La conscription obligatoire, ça veut dire qu'il suffit d'être né homme pour obligatoirement devoir exposer sa vie pour la patrie et pour la nation. Les grandes guerres napoléoniennes ont généré deux choses. La première, de nouveaux héros. Être un grognard, pour quelqu'un qui est un petit paysan ou un petit employé ou que sais-je d'autre, c'est véritablement l'accès à l'héroïsme qui autrement lui est complètement fermé. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est l'accès à des grades et par conséquent à une reconnaissance sociale. Et puis c'est quelqu'un qui est sorti de son horizon. Et lorsqu'il revient, il est plein d'histoires. Autrement dit, il va raconter des anecdotes, vraies ou fausses, embellies sans doute plus que attristantes. Et c'est là que devant les autres, petit à petit, il va se faire à la fois un nom, un renom et ce que j'appellerais une identité virile. Le fait que dans les partis ou dans la représentation politique aujourd'hui, il y ait tant d'hommes et qu'ils tiennent tellement à y être présent, c'est bien parce que l'enjeu est symbolique, est profondément symbolique. C'est là que se situe, d'une certaine manière, à la fois leur fonction et l'héroïsation de cette fonction. Les souvenirs de vacances gardent le parfum d'autres chasses gardées masculines. Le prédateur qui sommeille en l'homme ne s'est pas endormi. C'est toujours à celui qui ramènera le plus beau trophée et la plus belle histoire de poisson. Compétition au grand large, sport collectif, viré entre copains, avec le père de Sébastien dans le rôle de l'aventurier. Caméra au point. Son fils est resté à terre.
Pour quelque temps encore, il est en sécurité du côté des mamans. Les généticiens aujourd'hui et les embryologistes sont d'accord pour dire que le sexe masculin est dérivé du sexe féminin. Si on enlève ce qui est fabriqué par le chromosome Y, c'est-à-dire les gonades mâles chez le fœtus, eh bien, l'individu devient femelle. Autrement dit, vraiment, la masculinité, aussi bien du point de vue de la génétique que du point de vue de l'embryogenèse et de la fabrication de l'individu, est une sorte d'artefact qui vient se greffer sur la base qui est féminine. Longtemps, la Terre a été plate. Qu'elle devienne ronde soudain et les certitudes anciennes sont pulvérisées. Changement d'époque, perspective inversée. Qui de Sébastien ou de Mélissa est arrivé en premier? Que va-t-on leur dire? Leur apprendre, leur transmettre, pour qu'ils deviennent, vaille que vaille, ce qu'on croit qu'ils sont? Alors la question de savoir où se fabriquent les hommes et comment on les usine, elle est effectivement très importante. Elle est importante parce que si c'est l'homme qui représente la nation et qu'on ne le fortifie pas, qu'on ne le virilise pas, la nation n'est plus protégée. Il est ici considéré, considérons-le un instant, comme un bouclier. Au XIXe siècle, le lieu où se fabriquent les hommes, c'est d'abord là où il y a l'expression de la force dans les milieux populaires. Que ce soit les paysans, que ce soit les ouvriers, que ce soit les mineurs, l'homme c'est la force, c'est l'exercice de la force. Et c'est là qu'il va s'endurcir. Le fils suit son père, peut-être à l'âge de 10 ou 12 ans, puisque à l'époque l'obligation scolaire n'existe pas, et il apprend le métier, il s'endurcit au métier. Jusqu'en 2001, le service militaire fut un passage obligé pour des générations de jeunes gens. Laissez pas surprendre par le commandement. Avant de prendre les armes, le futur soldat passait le conseil de révision. L'âge d'homme lui tend les bras. On s'amusait bien. Oui. Comment? On achetait des pétards. Oui. Du vin vert? Oui. Avec des copains? Oui. Et puis encore quoi? Et puis, on courait les filles, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par courir les filles? On les embrassait, Oui. Et pourquoi vous faisiez tout cela? Pourquoi c'était une fête? On était contents, quoi. Passer le conseil de révision. Content de quoi? Content d'être un homme? Oh, non. Et puis il y a encore quelques autres espaces. Il y en a un auquel nous ne pensons pas, c'est l'internat, le collège, avec l'initiation au chahut, à la résistance, on dénonce pas les copains, etc. Tout ça, c'est profondément masculin. Enfin, masculin en ce sens que historiquement, c'est comme ça qu'on les fait. Et puis, il y a les lieux du sexe. Et parmi ces lieux du sexe, il y a ce qu'on appelle le bordel, qui est un lieu d'initiation. Donc, un garçon au XIXe siècle, pour devenir un homme, va aller rencontrer une prostituée, donc ce qu'on appelle une putain, et dans ce moment-là, il devient un homme. C'est d'ailleurs un copain qui l'emmène, et il va, contrairement à ce qui aujourd'hui nous apparaît un peu comme une honte, il va se vanter de ce moment-là, puisque c'est le moment où il est devenu homme. Au XXIe siècle, la virilité ne se célèbre plus dans les mêmes endroits. Les bordels ont disparu, mais les gymnases foisonnent.
Le jeune homme perpétue un fantasme héroïque en s'imaginant dans la peau d'une star de cinéma. En dépit du fait que le féminin est le sexe de base, dans toutes les sociétés humaines, pas dans toutes les sociétés animales, ni même dans toutes les sociétés de primates, mais dans toutes les sociétés humaines, c'est l'homme qui domine. L'hypothèse la plus courante pour expliquer les dominations masculines, c'est le fait que le chromosome Y produit un certain nombre de caractéristiques qui vont lui donner des facilités, disons, pour dominer. Le chromosome Y va par exemple donner au mâle plus de force qu'à la femelle. D'autre part, le taux de testostérone est multiplié par 10 chez l'adolescent mâle, alors que chez la femelle et chez la jeune fille, il reste stable. Et à cette montée très forte du taux de testostérone est associée de manière physiologique l'apparition de toute une panoplie de comportements qu'on trouve moins fréquemment chez les femmes. Les signes avant-coureurs induits par cette hormone appelée testostérone recouvrent tout ce qui, chez le jeune mâle, milite pour l'affirmation de son sexe et l'entraînera à en faire usage avec ou sans modération. Prends ton temps, c'est plus long que le premier. Jess et Christopher, ces deux jeunes gens modernes, en furent les jouets comme tous les garçons de la Terre. Ouais, alors on la refait. Ouais. Déguisés en soldats, en pompiers ou en mauvais garçons, ils s'offrent au regard d'un public majoritairement féminin. Avec la veste, ouais, c'est vrai que je pars avec la veste. En provenance des États-Unis, les Chip 'n Dales font un tabac. Et c'est devenu un job de fin de semaine pour un nombre croissant de jeunes gens. Ouais. Leurs arguments les plus solides pour faire se pâmer les filles, ce sont, disent-ils, leur regard et les courbes de leurs fesses. Dans le comportement, la façon de marcher, de se tenir, tout est le personnage, quoi. Ah, il est ancré, ouais, il est... Bon, il y a de la musique, il y a tout ça, donc forcément ça va se passer avec les yeux, on le connaît avec par cœur, donc on le joue à 200%, ça, c'est sûr. C'est un jeu de séduction. De toute façon, même avant d'arriver, c'est gagné, quoi. C'est stripteaseur déjà. Donc c'est déjà gagné, quoi. La plupart du temps, c'est on y va, on arrive, on est habillé. Je peux venir avec ma doudoune, je suis arrivé. Tant que je suis avec mon sac, tiens, c'est stripteaseur, elles sont toutes là. Alors qu'elles me connaissent pas, elles m'ont pas vu. Non, c'est déjà gagné, je pense. La façon de comment elles réagissent, comment elles se comportent dans la nuit, dans les discothèques. Ouais, des fois c'est de l'hystérie. Hein. Mais bon, nous après, on a toujours gardé les pieds sur terre par rapport à tout ça. Voilà, faut rester sur terre et puis. Voilà, on a les pieds sur terre, on sait ce qu'on est vraiment, quoi qu'il arrive. C'est nous les maîtres du jeu. Ouais. Y a pas. Ouais, obligé. Ouais, toujours. Ouais. C'est nous qui contrôlons la situation, toujours, quoi qu'il arrive. Ouais. On nous l'a souvent dit, vous êtes des hommes objets, je pense qu'elles prennent comme ça, parce que c'est basé sur le physique, parce que c'est... Maintenant, elles pensent ce qu'elles veulent, voilà. Moi, j'y vais, je suis sûr de moi, je suis sûr de ce que je vais faire, et après, je repars comme je suis venu, quoi, donc... Ouais. Donc avant, c'était la facilité. On en a joué peut-être aussi, à un certain moment, mais bon, c'est la vie qui veut ça, et voilà. Même dans un schéma inversé où il fait commerce de son apparence, l'homme continue de penser que c'est lui qui a le dessus. L'admiration qu'il se porte contribue encore à l'en persuader. Et ce que les miroirs réfléchissent, c'est toujours l'image du héros en puissance. La domination masculine est contestée par les femmes depuis plus d'un siècle. En France, le droit de vote des femmes passe aux oubliettes de la Première Guerre mondiale et ne leur sera concédé qu'à la fin de la Deuxième. Les femmes luttent et gagnent du terrain sous le regard des hommes, incrédules, voire condescendants. À l'Assemblée, les hommes politiques votent toute une série de textes entérinant peu à peu le fait que les femmes ne sont pas des enfants.
jusqu'au moment où la société française introduit ce qu'on pourrait appeler la mixité homme-femme, garçon-fille à l'école, le garçon a une initiation propre, séparée de l'initiation des filles. Et dans cette séparation, il y a beaucoup de secrets. C'est entre garçons qu'on s'est appris les choses. C'est entre garçons qu'on s'est enseigné de savoir comment se trouvait la jouissance, comment se trouvait la séduction, et où se trouvaient les parties du corps et comment il fallait en profiter. De ce point de vue, c'est des choses qu'un garçon n'a pas dit à une fille. Et c'est des choses que les filles se sont dites entre elles. Sébastien a 7 ans. Pour lui aussi, le temps des secrets commence, où l'on peut se méfier des filles et raconter, sans forcément s'en rendre compte, de moins en moins de choses à sa maman. L'arrivée de son petit frère, Fabrice, contribue aussi à le pousser en avant. Ils sont 3 désormais à se partager la caméra paternelle. Auparavant, donc quand il y avait l'école des garçons et l'école des filles, ce qui était essentiel, c'est qu'un garçon ne se prenne pas pour une fille, et l'inverse. Et s'il se trompait, c'était assez grave. C'était grave psychologiquement, c'était aussi grave pour son environnement, parce que il allait démériter, tout simplement. L'entrée des jeunes filles dans le cycle des hommes, des garçons, parce que c'est des écoles de filles qui sont allées vers les écoles de garçons, me semble-t-il. Bon, cette entrée-là, elle suppose qu'à un moment donné, la représentation que les garçons se font des filles change, pour que la sociabilité soit possible. Moi, je trouve que c'est bien de faire mixité parce que quelquefois, on est plus habitué quand on sera grand, quand on rencontre des filles, eh ben, on sera pas timide parce que quelquefois, il y en a qui font les gros durs, puis d'autres fois, il y en a qui restent la bouche ouverte. La mixité, c'est bien parce que dans la vie, les garçons et les filles sont toujours ensemble. Au travail, on a un patron, en général, c'est un garçon. On se marie avec un garçon, et puis on vit presque toujours avec des garçons. À te comprendre, Marie-France, on dirait presque que tu nous obliges à nous marier, mais tu sais, si je veux pas me marier, moi je me marierai pas, hein. Bon, parce que moi, si je veux laver mes chemises tout seul ou un truc comme ça, je suis libre. Dans ce rapport avec les filles, il y a quelque chose qui va profondément changer au niveau des représentations des adultes. Parce que, quelle est la grande crainte? C'est qu'ils se précipitent sur ces filles. Auparavant, il y avait une cloison, il y avait des murs, les espaces étaient différenciés, ils ne fréquentaient pas les mêmes lieux, bon, il n'y a rien à craindre, hein. Et puis tout à coup, là, ils sont ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se passe qu'on va introduire l'éducation sexuelle. George, I think it's about time you and I had ourselves a little talk. You know, about the birds and bees. Le temps des secrets n'est pas encore révolu, mais ce qui se murmurait dans l'ombre est désormais enseigné au grand jour. Pour les garçons et pour les filles en même temps. Si nous voulons qu'il y ait égalité, et du moins dans les principes, c'est ce qui est affirmé, il faut que cette égalité, elle soit publique. Et que par conséquent, garçons et filles, entre autres, hein, garçons et filles apprennent les mêmes choses. Autrement dit, il y a une sorte d'idée de neutralisation de la différence qui les met, en quelque sorte, sur un même pied d'égalité pour accéder au savoir. Et c'est, je pense, ce principe-là de neutralisation qui ensuite va déclencher cette question, mais alors il n'y a plus de différence, et cette angoisse que, effectivement, les hommes ne savent plus où est la différence, et s'ils en ont une. D'autres traditions perdurent qui marquent l'ascension d'un garçon vers l'âge d'homme. Première communion de Sébastien. Le costume qu'il porte le grandit aux yeux de ses proches. Il n'en a pas l'air mécontent quand il cherche à capter le regard de son père derrière l'œilleton de la caméra. Debout,
Les hommes politiques continuent de voter des lois qui accordent à la femme plus d'autonomie. Dans les années 1950, la législation du mariage permet notamment à l'épouse d'ouvrir un compte en banque. Droit à la contraception en 1967. Une petite décennie encore, et c'est la loi de Simone Veil sur l'avortement. Le pouvoir a été contesté et par les femmes, par le féminisme, et aussi par les mouvements gays. Ce qui fait qu'on a beaucoup parlé de la contestation de la virilité par le féminisme ou le féminin et les femmes. On a peu abordé l'autre conséquence. Ça veut dire que le masculin était très homophobe. Et c'est vraiment les milieux gays qui ont transformé la virilité pour donner un contenu beaucoup moins homophobe et beaucoup plus ouvert. Et qui ont participé à la crise du masculin. Si les hommes étaient à la place des femmes. Président. Pour se toucher, on n'est pas obligé de se taper, les hommes. Alors qu'avant, le sport collectif, l'armée, la guerre, les hommes se touchaient. Mais se touchaient par la violence. Les hommes étaient à la place des femmes. Aujourd'hui, on peut se toucher par une caresse. J'ai encore filé ma chaussette. C'est-à-dire que le corps de l'homme s'ouvre à un autre type d'imaginaire. Président, mademoiselle. Continuez, Léon. En prenant de l'âge, Sébastien et Fabrice occupent de plus en plus le camp des garçons. C'est le temps des chahuts, des jeux de main, des simulacres de bagarre, de la compétition entre frères où le grand et le petit marquent leur territoire. Leur père filme la scène comme si de rien n'était. Lui aussi, il a connu ça. Les figures du masculin vont se multiplier et je crois qu'il y a de moins en moins de figures uniques. Les hommes étaient construits sur un uniforme. On était bleu au travail, brun à l'armée, rouge ou noir chez les militants, et puis on était monocolore. Les femmes et les gays nous ont appris que la diversité, c'est aussi adopter des couleurs différentes, c'est pouvoir jouer avec les couleurs, c'est aussi pouvoir slalomer entre des parcours qui sont moins prédéterminés socialement. Loin du pater familias, du père méritant et même du papa poule des années passées, l'homme investit l'espace domestique. Vous avez lavé vos mains ? Non. En concertation avec sa femme, Jean-Christophe a profité d'une baisse d'activité dans sa profession pour réaliser un rêve. Tiens, range ton sac, s'il te plaît. Élever ses enfants lui-même. Et c'est son épouse qui fait vivre la famille. T'as mis du savon ? Il faut reprendre comment vivaient les hommes et les femmes dans les familles nucléaires il y a quelques années, ou comment vivent encore certains hommes et certaines femmes dans ces lieux-là. Dans ces lieux-là, l'homme a le pouvoir, officiellement, sur l'extérieur. Et c'est la femme qui règne dans l'espace domestique, qui est la maîtresse de maison, à travers la manière dont elle organise le propre et le rangé. Alors, ce qui est clair, quand on regarde au niveau de l'architecture intérieure, la femme se sert de la cuisine comme un espace refuge. Il y a qu'elle qui sait où sont les objets domestiques, parce qu'elle a organisé ça de manière tellement spécialisée qu'elle en a fait son domaine à elle. Donc ils auront eu, ce matin, des mandarines, haricots verts, poires, mangues, peut-être pommes, ça leur fait déjà 5 choses. Et ce soir, ça va faire crudité et puis pas grand-chose. A contrario, dans les couples modernes, là où tout le monde fait à manger, l'homme, la femme et les enfants ont droit à la cuisine, les choses sont organisées de manière rationnelle. Il y a un étage pour le riz, les pâtes, le petit déjeuner ensemble, les épices sont ensemble. Et personne ne va dire c'est ma cuisine. À table. Dans les espaces où la femme s'approprie la cuisine, l'homme n'a que les périphériques de la maison. T'as pas faim ? Le garage, l'atelier, la voiture. Et pour se l'approprier, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il organise les choses de manière tellement spécifique qu'il n'y a que lui qui sait où sont les outils. Qu'est-ce qu'elle a cette purée là ? C'est bon ça ? Oui. Mange les haricots verts. Je voulais un fauteuil. Allez, prends avant. Premier arrivé, premier servi. Et tu te fiches de moi ? T'en fais tomber, tu ramasses pas ? Dans la mesure où on n'a pas les mêmes normes symboliques du propre et du rangé, c'est-à-dire qu'on a été construit de manière asymétrique par rapport à ça. Comme les bébés. Hein. C'est très dur d'avoir une norme égalitaire arithmétique. Elle est très bonne cette purée. Elle est super bonne. Mais tout est bon ce midi. Avant on marquait sans profession. Et en fait les femmes se sont battues, elles ont eu le droit de s'appeler mère au foyer. Donc nous après on a eu la même chose.
Au début, une mère au foyer était une femme sans profession. Ce qui est aberrant, c'est une profession... Après, mon cœur, à un moment donné, je me suis dit que t'es considéré des fois comme t'es pas très bien considéré parce que tu travailles pas. Entre guillemets, tu travailles pas. Pourtant, c'est un travail. Et on travaille du matin au soir. On travaille beaucoup en fait. Moi, mon travail, il s'arrête même après qu'il soit couché, parce qu'après qu'il soit couché, je sers Corinne, je lui donne à manger. Enfin bon, donc ça dure du matin au soir. Même si c'est pas, y a pas la même intensité. Je crois que des fois, c'est pas facile tout le temps en fait d'être pas tout seul, mais j'ai l'impression quand même d'être un peu seul. Enfin, j'ai l'impression que l'univers, mon univers, c'est un peu rétréci. Comme mon cerveau d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression de végéter par rapport à moi. Moi, autant je peux leur donner beaucoup, mais moi, je m'enrichis pas vraiment. On dit que c'est enrichissant les enfants. C'est enrichissant émotionnellement, mais pas intellectuellement. On y va? On y va? On va au dodo? On va au dodo? On va au dodo? On va au dodo? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas le doudou? Tu veux ta tétine? Pas de tétine? C'est pour papa alors. L'homme est un incapable majeur dans l'espace domestique, l'homme traditionnel. Or, ce que découvrent les mecs qui font à manger ou qui s'occupent de leur espace intérieur, c'est qu'il y a un plaisir aussi là-dessus. Sauf que les hommes ne le font pas forcément comme les femmes aimeraient que les hommes fassent. Oui, tu découvres des choses à faire, comme les dessus de cadre. Tu te dis, ouais. Il y a un copain une fois qui est passé, qui passe son doigt, je me suis dit, bon, bah, on va nettoyer maintenant. Encore un petit coup d'éponge de temps en temps. C'est même pas une fille qui avait fait ça, c'est un garçon. C'est les pires, je crois. Je sais pas, il a rien dit en fait, rien, il a juste passé le doigt et je me suis rendu compte que oui, ça faisait très longtemps, que j'avais même jamais pensé à le faire. Voilà, il y a des choses que tu découvres. J'avais rarement nettoyé des toilettes. Maintenant, je sais qu'il faut même nettoyer le porte-papier, parce qu'il prend de la poussière. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais... Enfin, tu fais pas ça non plus tous les jours, donc... On assimile les femmes à ce qu'elles donnent à voir de leur espace domestique. Ce qui fait que les femmes nettoient avant que ça soit trop sale. Elles sont préventives. Pour les hommes qui nettoient, quand on leur demande pourquoi tu nettoies, c'est une question d'homme ça en plus, hein. Quand on leur demande pourquoi tu nettoies, ils nous montrent pourquoi ils nettoient. Les hommes, ils nettoient quand ils voient que c'est sale, ils sont curatifs. Faut que tu prennes ta douche, toi. Les enfants grandissent et face aux nécessités financières, Jean-Christophe envisage de retrouver un emploi. Nouveau salaire d'appoint bienvenu pour compléter celui de sa compagne. Attends, sinon Sébastien tient l'assiette de la mémé. Dans la famille de Sébastien, année après année, les gâteaux d'anniversaire se succèdent. L'occasion est trop belle de faire se croiser les générations. Sous l'œil bienveillant de son père, Sébastien n'est pas encore un homme, mais il aborde les premières turbulences de l'âge adolescent. Il suffit de travailler. Si l'on veut devenir riche, il faut trouver autre chose. C'est une blague. L'amour est un œuf frais, le mariage est un œuf dur, le divorce est un œuf brouillé. Bon, bah, la maman, elle fait ce qu'elle veut chez elle, et c'est parfaitement normal. Et vous faites ce que vous voulez chez vous avec votre enfant, et il subit une influence qui est à peu près égale entre ses deux parents. Quand rien ne va plus, inlassablement, les hommes continuent de parler des femmes. Seules les associations occupant le créneau des divorces conflictuels parviennent à les fédérer.
Elle, tu la changeras pas, toi, tu peux changer. J'ai été vraiment très naïf. La grande nouveauté, c'est qu'ils osent raconter en public des bribes de leur vie où ils n'ont pas forcément le dessus. Vous sentez que ça va mieux Ça va mieux, oui. Je suis plus soulagé, j'écoute les conseils, tout. Ouais. Vous avez Maître Rousseau qui est de permanence ce soir. Au cours de ces réunions bi-hebdomadaires, les femmes occupent des postes clés. Elles sont de bons conseils et prêtent aux hommes une oreille attentive. Bonsoir, écoutez, je descends et puis la première personne peut venir me consulter. Moi, je me suis remis d'ailleurs, par contre, je me remets actuellement de choses que je ne soupçonnais pas, des tas de problèmes, des boutons, des problèmes de respiration, des problèmes de vertige. Par définition, un homme a du mal à se confier. Comme une dépression. Là, ça va beaucoup mieux aussi, donc tout va bien. Ils n'ont pas l'habitude de s'ouvrir. C'est pas forcément qu'ils en ont peur, c'est probablement qu'ils n'en ont pas l'habitude. Ils n'ont pas le réflexe non plus. Or, quand il y a, on va dire, les fondements essentiels de leur vie qui s'effondrent, la famille, le couple, la vie sociale, la construction, là, il n'y a pas d'autre choix, il faut qu'on parle. Moi, je ne voulais pas divorcer au début, mais vu la vie infernale, c'est-à-dire que moi, vraiment, elle me plaquait contre les murs. Je me rappelle de la première fois, quand elle m'a plaqué contre le mur, qu'elle a vu que je n'enfilais pas une, parce que je ne suis pas violent. Sans commune mesure avec les violences conjugales faites aux femmes, ces groupes de parole permettent aussi aux hommes d'exprimer leur désarroi. Là, encore plus. Tout d'un coup, elle devenait très forte. Tu ne voulais pas divorcer, pourquoi, sur le fond? Parce que je l'aimais. Quand on me parle, par exemple, elle m'a frappé, je demande à ce qu'on m'explique. Qu'est-ce que vous voulez dire par frapper? Savoir d'abord s'il n'y a pas eu un contexte d'échange, parce que ça peut être aussi carrément une bagarre qui se met en route entre les deux. Elle vient de quitter le domicile conjugal suite à une altercation un peu violente dans laquelle elle m'a agressé. Alors, je sais que pour un homme se faire agresser, ça paraît bizarre. Elle fait 50 kilos, moi j'en fais 85. Le contexte, c'est très facilement verbalisé. Comment c'est arrivé? Je n'ai rien fait, mais... Maintenant, la violence en tant que telle, c'est-à-dire quel acte violent a eu lieu... J'ai appelé au secours. Ça, c'est beaucoup plus délicat. J'ai appelé au secours, j'ai appelé la police pour que quelqu'un vienne voir dans quel état d'hystérie elle était, que j'étais obligé de la maintenir. D'abord, je pense qu'il s'imagine qu'on va jamais le croire. Qui m'a dit... Donc, on ne le verbalise pas. Fuyez. Et que d'autre part, ça touche sa virilité, son rôle d'homme, et ça donne une image d'infériorité. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement l'acte en lui-même qui va être difficile, mais tout ce qu'il symbolise derrière. Bon, alors, si je suis au courant, il faut que je prévienne ma femme. Parce qu'on va dire, attendez, votre mari est en danger. Parfois, les héros perdent des plumes dans leur vie de couple. Mais ils découvrent d'autres horizons. C'est dans une séparation que vous avancez, vos enfants... Si la maternité a pu être considérée comme une entrave par les femmes, les hommes semblent trouver à présent plus qu'une raison sociale dans la paternité. La garde des enfants, quoi. Enfin, je pense pas qu'un juge te reproche d'avoir pris la défense de tes enfants. Jamais. Alors là, faut qu'il change de métier, le mec. Ouais, je veux pas que c'est son temps contre moi. Il va y avoir un psy. Le psy va dire, c'est le père qui mange les enfants. C'est ton fils. Bientôt, les conversations s'enflamment et le ton monte comme dans les bistrots. Ta femme, elle est... Mais non, machin. Mais voilà, non, mais quand tu dis qu'est-ce qu'elle a, elle est fondamentalement nuisible, nocive, destructrice sur tes enfants. Je crois que finalement, c'est impensable d'avoir une relation avec un homme en dehors d'un amour réel. Enfin, je crois qu'à partir du moment où la relation devient un peu plus profonde, l'amour existe et la séparation, la rupture, personnellement, j'en souffre trop pour pouvoir le vivre, quoi. Donc vous préférez avoir un enfant né de l'insémination que d'avoir un enfant d'un homme avec qui il n'y aurait pas eu d'amour? Oui. J'ai décidé d'exister par moi-même et de faire un enfant moi-même sans attendre de trouver un homme qui l'assume avec moi. Pourquoi il faudrait toujours un homme pour pouvoir élever un enfant, avoir un enfant, mettre au monde un enfant, quoi. Sans limite de conservation, des milliards et des milliards de spermatozoïdes dorment par moins 196 degrés dans l'azote liquide. Apparus en 1964, les banques du sperme fleurissent partout dans le monde, alimentant un commerce dont la croissance ne fléchit pas.
Une généticienne australienne est partie en guerre contre le chromosome Y. Elle l'a qualifié dans un article scientifique célèbre comme le chromosome WIMP en anglais, ce qui veut dire chiffre-molle. Donc le chromosome chiffre-molle, eh ben oui, c'est le Y, c'est le chromosome de l'homme. Il est rétréci, il ne cesse de se rétrécir depuis des millions et des dizaines de millions d'années. En plus, il est en mauvaise santé. Il y a énormément de gènes qui sont défectueux, qui se réparent mal. Il a des ratés pendant la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes. Donc il provoque des mutations nouvelles. Il est en outre sensible à la toxicité de l'environnement. Il est à peu près certain que, mais c'est à très très long terme, si on laissait les choses faire, mais on ne les laissera pas faire, mais si on laissait les choses faire, le chromosome Y humain disparaîtra complètement. Ça dépend des calculs, mais je crois qu'un calcul dont je me souviens, c'est 14 millions d'années, c'est très proche, hein, c'est demain par rapport à l'histoire des êtres vivants. D'autres calculs montrent que la fertilité masculine sera réduite à moins que rien dans quelques dizaines de milliers d'années. Elle est déjà en baisse. Bon, l'homme n'est pas un animal, mais enfin la fonction primaire de l'animal, c'est la procréation. Et lorsque l'homme ne peut pas procréer, il se sent vraiment très atteint, moralement. Et alors là, je crois... Et puis, alors là, bon, c'est l'épouse qui fait vraiment tout le travail psychologique. Vous l'avez pris en main. Elle m'a pris en main. Ah oui. Oui, vraiment. Oui, elle m'a beaucoup aidé sur ce plan-là. Pour me faire comprendre que c'est pas parce que j'avais une très faible fécondité ou presque pas de fécondité que j'étais pas un homme normal. Mais là, vous en parlez, c'est donc en effet que vous avez surmonté, oui, que vous n'en avez pas honte. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Vous en parlez aussi avec d'autres personnes? Oui. Comment est-ce qu'ils réagissent? Alors, si je m'adresse à des amis, elles comprennent très bien le problème et elles posent des questions que je dirais intelligentes. Si je m'adresse à des hommes, automatiquement, ils ont un petit air suspicieux, d'un air de dire « Ah tiens, il est impuissant ». Oui, c'est vrai, ça. Quand Sébastien tombe amoureux de Sophie, de nouvelles lois sont entrées en vigueur. Loi sur la bioéthique, pour encadrer aussi bien l'assistance médicale à la procréation que des questions encore plus délicates, comme celle du clonage de l'embryon. Création du Pacs, qui organise la vie des couples non mariés, et pas forcément de sexe opposé. Parité homme-femme, pour forcer le verrou de la politique, et qui sonne encore comme un vœu pieux. Les identités sexuelles classiques se fissurent, se délitent, se recomposent, sont perméables aujourd'hui, et on ne sait pas ce que ça va devenir, mais sans doute un modèle de tout genre. Où on ira piocher à droite et à gauche sa propre identité personnelle. N'oublions pas que l'époque de la transformation du genre ou de la contestation du genre, c'est aussi l'époque de l'individualisme, où chaque personne a la prétention que son intérêt individuel est supérieur aux intérêts de sa famille, de son lignage, de sa tribu ou de son village. Devant toi, devant Dieu, devant nos parents et nos amis, et notre pasteur préféré, je jure de te protéger, de te chérir et de t'aimer jusqu'à l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous déclarons unis et nous implorons la bénédiction divine pour ces liens légitimes et sacrés. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À leur tour, Sébastien et Sophie convolent en juste noces. Le clou de la cérémonie, c'est un petit film du père de Sébastien, où les vies de la jeune femme et du jeune homme défilent en accéléré. Plus tard, sur fond d'animation télévisuelle, les vœux de bonheur n'ont cessé de pleuvoir, agrémentés de plaisanteries récurrentes sur la nuit qui les attendait. Les hommes en ont ri, et les femmes en ont pris leur parti. Et le champagne coule à flot. Allons-y. Un tout petit peu plus haut les bouteilles. Comme au cinéma.
En petit ou grand modèle, vous voulez? Vous avez ceux-là qui sont entièrement waterproof. Okay. Je vous fais un papier cadeau? S'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est rechargeable, donc c'est un peu comme un téléphone que vous remettez sur sa base. Dans beaucoup d'espèces, il est démontré que les mâles peuvent totalement disparaître. Et les femelles continuer pour autant de se reproduire de manière assez tranquille. Comme vous voulez. Celui-là est vendu avec les menottes pour pouces, donc c'est amusant. Celui-là, non. Il y a plusieurs espèces de lézards chez lesquels les deux sexes ont existé. Ça, c'est de la peinture pour le corps. Et ce qu'on appelle le sexe mâle, le premier sexe, a été complètement éliminé au profit des femelles, qui donc se reproduisent par ce qu'on appelle la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'elles ovulent et l'œuf est capable de reproduire un être à l'identique sans pour autant avoir été fécondé par un spermatozoïde. Ce qui est assez amusant, c'est que ces femelles lézardes, néanmoins, pour ovuler, ont besoin de faire l'amour. Comme elles n'ont pas de mâle, elles font l'amour entre elles. Alors vous avez vanille crème, cerise amande, framboise, chocolat menthe et pomme cannelle. Alors chez l'homme même au sens d'espèce, les mâles pourraient-ils disparaître sans pour autant que l'humanité disparaisse? La réponse est oui. La réponse est oui, de manière maintenant tout à fait certaine. On pourrait imaginer, par exemple, qu'une société de femmes se crée sur les hauts plateaux de je ne sais où et élimine complètement les mâles de leur environnement. Simplement, il faudrait quand même qu'elles fassent appel à du sperme congelé, donc qu'elles aient des banques de sperme de manière à se faire féconder. Et si vous voulez goûter certaines choses... Mais maintenant, depuis la possibilité démontrée de reproduire des mammifères simplement en utilisant une cellule d'un adulte femelle mâle, d'un adulte femelle, il est concevable que chez l'espèce humaine, on puisse se passer totalement de mâles pour assurer la préservation de l'espèce et sa croissance. Évidemment, il n'y aurait plus de mâles du tout, c'est-à-dire que tout le monde serait femelle. Les femelles humaines, les femmes, produiraient des filles qui produiraient des femmes, etc. Tout ça est non vibrant, donc. Ouais. Et vous avez celui-là, qui est recourbé et qui est... Le pénis est devenu une marchandise comme une autre. Ce substitut coloré est l'argument décisif de nouveaux magasins qui visent une clientèle en majorité féminine. Il y a une butée, donc voilà. Et alors après, vous en avez aussi des comme ça, des petits vibrants waterproof, pareil, recourbés pour le point G. Celui-ci aussi. Toute cette partie-là donc est phosphorescente, donc ça se vend tous. Au même moment, les sex shops, par essence plus pornographiques, ont tendance à mettre la clé sous la porte. Vous avez celui-là. Encore des territoires qui tendent à s'inverser avec des hommes un peu moins obtus et fermés devant ce qu'ils peinent à percer. La particularité d'être silencieux. La jouissance féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a différentes intensités. Oui, c'est bien. Un variateur, ouais, absolument. Après, vous en avez d'autres où c'est recourbé pour le point G, toujours. Ils font plus technique. Et pourtant, ils sont quand même un design assez joli, vous ne trouvez pas? Non, ça fait high-tech, ça fait... Ça fait un peu jouet. Ça fait... Auparavant, ça aussi, le plaisir, c'est un plaisir masculin. C'est le plaisir de la pénétration, c'est le plaisir de la domination, c'est le plaisir de la séduction qui fait un homme. Celui-là? Et qui lui donne à la fois du plaisir et surtout du pouvoir. Hop. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui petit à petit s'installe, c'est quelle est la quantité de plaisir? Comment se prend le plaisir? Comment se donne du plaisir? Et dans la question que nous nous posons sur la sexualité, c'est pas celle de féconder, c'est celle de trouver, donner, distribuer, renouveler, éventuellement multiplier les occasions de plaisir. Et là-dessus, s'il y a une angoisse, s'il y a une inquiétude, c'est de savoir, mais si quelqu'un d'autre en donne plus, est-ce que ce sera lui qui me prendra la femme que j'aime? Bon. Sébastien et Sophie ont donné le jour à un petit garçon. Avec Adrien, Sébastien savoure ses 14 millions d'années de sursis accordés au sexe masculin. Le père et le fils ne sont plus le sexe de base,
Mais peut-être n'en ont-ils pas conscience? Et d'ailleurs, est-ce si important? Les héros regardent ailleurs, font le dos rond, continuent de se raconter des histoires. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura encore des femmes pour leur trouver des airs curieux et des gestes bizarres. Ce qui les rend si forts, si fragiles, si maladroits, si attirants. La meilleure raison de les aimer encore et encore, avant qu'ils ne soient rayés de la liste des mammifères. Avec Alain Braconnier, médecin, psychanalyste et psychologue. Alors en sortant de ce documentaire, on se dit que beaucoup d'hommes ne savent plus ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils doivent être. Ça, c'est un phénomène relativement nouveau, hein. Perte de repère totale. Perte de repère, peut-être pas totale, car l'homme a toujours le sentiment quand même d'être un homme en général. Mais perte de repère incontestable dans son statut d'homme, dans son statut de père, dans son statut professionnel. Perte aussi probablement ou transformation des rôles, c'est-à-dire dans la vie de couple, dans la vie sociale, le rôle de l'homme n'est plus le même qu'il y a 30 ou 40 ans. Et on voit bien que quand on est en face d'hommes qui s'interrogent sur eux-mêmes, qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans leur vie, eh bien, ils se cherchent. Et ils se cherchent avec parfois des bonnes questions et avec parfois une certaine appréhension, une certaine crainte, n'ayant plus ces repères stables, ce modèle unique dont on parlait en introduction. Ah, et finalement, ils sont un peu démunis, désemparés face à une liberté nouvelle qu'ils ont, puisque finalement c'est aussi une chance de pouvoir être multiple et de choisir son modèle. Oui, c'est une chance d'être multiple et de pouvoir choisir son modèle. C'est une difficulté de choisir. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est dans la vie tout court. C'est dans la vie tout court. Et c'est dans la vie des représentations de soi, de l'identité. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, en effet, par moment, choisir quel rôle on va jouer. Prenons le statut du père. Eh bien, le statut du père, il y a 50 ans, il n'était pas du tout remis en question. C'était le patriarche. Aujourd'hui, le père doit avoir une fonction paternelle. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction paternelle? Il doit être à la fois père, c'est-à-dire avoir une certaine autorité, et en même temps avoir une relation affective avec ses enfants. Et au fond, il y a des moments où, par exemple, dans une situation où un enfant fait sa crise, ou un adolescent, est-ce qu'il faut plutôt être attentif, affectif avec l'enfant, le comprendre, ou est-ce qu'il faut plutôt exercer une autorité? Ben, voilà une question très concrète qui fait que un certain nombre d'hommes, aujourd'hui, par rapport à toutes ces questions qui les envahissent, peuvent être en difficulté. Mais ça, c'est dû à qui? À nous, les femmes, parce qu'on a conquis un certain nombre d'indépendances dans tous les domaines de la vie sociale? Alors, ces changements culturels, sociaux et même psychologiques, ces changements sont des changements qui sont probablement dus à l'évolution des femmes, au statut des femmes, à leur rôle, à leur mouvement d'autonomie, d'indépendance, à leur quête de l'égalité, bien sûr, sociale, personnelle. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui ont dû jouer. Il y a le facteur que l'image du passé, c'est-à-dire ce qui était établi, a été au cours des 20, 30, 40 dernières années remis en question. Et en particulier l'autorité, de la fameuse autorité, de la fameuse domination masculine. Et puis je pense qu'il y a aussi des facteurs qui sont intéressants, d'ailleurs amusants même, et on le voit bien dans ce documentaire, c'est-à-dire que les connaissances dans les sciences de la nature, et non pas de la culture, en particulier en génétique, eh bien, on montrait que le sexe fort n'était pas forcément le sexe masculin. Ouais, étonnant. Étonnant. C'est-à-dire que c'est amusant. Alors,
est-ce que ces découvertes ont été faites parce que justement il y a eu un questionnement nouveau, ou est-ce que ce questionnement nouveau sur la force, la domination de l'homme est aussi argumenté par la nature et par la génétique? Je trouve que c'est tout à fait passionnant. Mais est-ce que le mouvement homosexuel des années 80 a contribué à brouiller les codes, les repères, et on explique, je veux dire, la place de l'homme aujourd'hui? Alors, le mouvement homosexuel, d'abord, il faut savoir que l'homosexualité est aussi vieille que l'homme. Oui, mais cette revendication, cette place dans la société, cette façon d'assumer. Tout à fait. C'est vrai que le mouvement a été un mouvement d'affirmation, au fond, de cette identité sexuée et de l'identité homosexuelle. Alors, moi, je dirais que probablement, il y a eu un mouvement interactif. C'est-à-dire que ce changement du statut de l'homme qui doit amener l'homme à s'interroger sur sa féminité intérieure, pouvant aller jusqu'à une identité homosexuelle. Et inversement, probablement le mouvement gay, il y a eu une interaction, c'est-à-dire que cette remise en question de l'homme, homme, avec le modèle unique du masculin, d'un côté, a sans doute favorisé le mouvement homosexuel. Les homosexuels ont pu mieux affirmer leur identité. Et nous y sommes sensibles, parce que parfois on voit des sujets qui en souffrent de ne pas pouvoir affirmer cette identité. Et inversement, je pense que le mouvement homosexuel a dû favoriser aussi la reconnaissance de l'homme dans sa bisexualité, comme on dit. Alors nous, femmes, on a conquis un certain nombre de domaines, et pourtant, vous l'expliquez bien dans votre livre « Le sexe des émotions », eh bien, quand on a un enfant, dès la maternité, on s'adresse différemment, alors inconsciemment, souvent, à son fils ou à sa fille. Donc ça veut dire qu'on maintient bien quand même une différence des sexes. Oui, alors c'est probablement aussi un mouvement en étapes successives, en escalier. C'est vrai que ce mouvement, au fond, de la remise en question de l'identité masculine, modèle unique, et en même temps, évidemment, le mouvement d'affirmation des femmes s'est appuyé sur la notion d'égalité. À juste titre, puisqu'il y avait incontestablement une inégalité dans le couple, une inégalité sociale, une inégalité dans l'accès à la sexualité. Bon. Et que cette inégalité a été la source d'un désir d'égalité, qui doit être maintenu d'ailleurs, car elle n'est pas totalement acquise. Mais du coup, on a oublié que l'égalité, ça peut aussi s'appuyer sur les différences. On le sait pour les individus. Il y a des individus qui peuvent être différents et à un autre niveau égaux. Eh bien, en ce qui concerne les hommes et les femmes, je crois que c'est grâce, et ça c'est plus récent, c'est grâce à la reconnaissance des différences qu'on arrivera le mieux à l'égalité. C'est un point de vue que je défends depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'il y a incontestablement une différence homme-femme. Petit garçon, petite fille. Vous regardez une cour de récréation des petits. Regardez la cour de récréation. Ils ne se rencontrent pas, ils jouent différemment. Et les mamans savent très bien, et les papas aussi d'ailleurs, savent très bien que dès l'enfant bébé, ils ne vont pas avoir les mêmes attentes concernant leurs garçons et leurs filles, même s'ils veulent une égalité. Une égalité d'éducation, une égalité des rôles, une égalité d'accès à la vie future. Donc l'égalité est une demande, je dirais, constante et qui doit rester constante. Par contre, la reconnaissance des différences, elle avait été un peu effacée et aujourd'hui, je crois qu'elle est retrouvée heureusement. Alors, à quand l'homme réconcilié avec lui-même? Il est perturbé aujourd'hui, il faut qu'on retrouve l'individu qu'il est. À quel moment il sera réconcilié avec lui-même? Alors, il sera réconcilié avec lui-même en tenant compte des facteurs individuels de chacun, parce que c'est pas toujours facile de se réconcilier avec soi-même. Il y a des moments qui sont plus ou moins faciles dans la vie. Je crois qu'il sera réconcilié avec lui-même et je crois qu'on est sur cette piste, sur cette voie-là. Il sera réconcilié avec lui-même quand il aura pu à la fois se reconnaître en tant qu'homme dans un modèle qui n'est plus unique, c'est-à-dire dans un modèle où il est à la fois un homme, avec sa nature, avec son rôle, l'autorité, l'affirmation, la protection, le mouvement vers l'extérieur, tout ça c'est bien connu en psychologie, et en même temps, quand il acceptera d'être sensible, quand il acceptera d'être faible, on le voit dans ce documentaire que les hommes peuvent maintenant mieux affirmer leurs difficultés, leurs faiblesses. Ils ont le droit de pleurer. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les années 60, on imaginait mal les grandes stars hollywoodiennes pleurer. Aucune ne pleurait. Tout à fait, et intérieurement, ils devaient quand même pleurer, même les stars hollywoodiennes. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura un optimisme à avoir. Il y a un optimisme à avoir qui est de penser que l'homme va mieux s'accepter. On le voit, nous, dans nos professions.
où avant on ne voyait que les mères qui venaient, ou les femmes qui venaient consulter, parce qu'on est dans un domaine du sensible, de l'affectif, des problèmes, et qui exprimaient au fond les problèmes, qui savaient exprimer les problèmes. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'hommes. Il y a encore une domination féminine à ce niveau-là, mais on voit de plus en plus d'hommes pouvoir parler d'eux, pouvoir parler de leurs difficultés, pouvoir parler de leur sensibilité. Mais c'est la génération de mes enfants qui pourront arriver à ça, parce que ma fille sera demain une mère et une femme qui aura parfaitement intégré cette évolution de l'homme. Je pense que la génération future, est-ce que ça sera juste celle qui vient ou celle d'après, je ne sais pas, mais je pense que la génération future sera plus à l'aise avec ses rapports hommes-femmes, un, en reconnaissant la différence, et deux, en affirmant l'égalité. Donc il y aura aussi une vraie réconciliation entre les sexes, parce qu'on sait que parfois ça a été tendu aussi, entre les hommes et les femmes. Oui, alors une réconciliation, il y aura probablement toujours un mystère. Hein, ouais. Et qui dit mystère dit... Heureusement qu'il y a mystère, parce qu'il y a attrait, il y a complémentarité, il y a séduction, il y a au fond apporter à l'autre ce que l'on n'est pas ou ce que l'on n'a pas. Du plus et du moins. Du plus et du moins, tout à fait. Mais un mystère, ça peut être aussi source de peur. Et je crois que les hommes auront moins peur des femmes et les femmes moins peur des hommes. Oh bah c'est plutôt optimiste alors. Je crois. Merci beaucoup Alain Braconnier, Le sexe des émotions, nos éditions Odile Jacob en poche. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de notre